Fabrice Azelin, vous êtes vice-président de l'association Les Amis de Chaumont. Oui. Vous organisez les portes ouvertes de ce lieu qui s'appelle le village préludien. Pouvez-vous vous présenter en quelques phrases? Eh bien, je suis professeur à l'école des Beaux-Arts de Nantes, avec les étudiants, certains étudiants ou étudiantes de l'école, que nous avons eu la possibilité non seulement de faire des portes ouvertes, mais de restaurer le refuge qui se trouve dans la forêt. C'est la dernière construction de Chaumont, mais ça je pourrais peut-être vous en parler plus longuement. Et puis, si je suis là, c'est parce que ça a été un concours de circonstances, un hasard assez extraordinaire. J'avais une voisine qui s'appelait Josiane Butor et qui connaissait Laurent Danchin. Et Laurent Danchin était un éminent spécialiste de l'art brut, des arts singuliers, et c'était un homme de terrain tout autant qu'un très grand intellectuel et un écrivain. Et donc, il allait voir des artistes en compagnie de son ami Jean-Luc Giraud, avec lequel il a créé l'association Mycélium. Ils allaient voir des artistes singuliers, mais un des artistes les plus chers à Laurent était Chaumont. Roger Chaumont, né en 1909. Laurent, moi j'ai connu Laurent à la toute fin de sa vie. On a eu quand même l'occasion de discuter ensemble pas mal de fois. Laurent avait dû connaître Chaumont dans les années 80, 70 peut-être. Et il avait pris l'habitude tous les jeudis d'aller avec Chaumont à la décharge pour aller récupérer des matériaux. À l'époque, il n'y avait pas le tri sélectif comme maintenant. Des bouteilles, des grillages à poules, des objets divers et variés, des morceaux de plastique, etc. avec lesquels Chaumont faisait des œuvres, construisait des œuvres littéralement avec des procédés quasi révolutionnaires à l'époque. Il était très précurseur du point de vue des arts plastiques. Mais c'était un artiste qui considérait que pour être artiste, il fallait pouvoir jouer de tous les modes d'expression possibles. Donc il était poète, il était musicien, il était peintre, sculpteur, dessinateur, constructeur. C'est pour ça que nous voyons là le sanctuaire des Bois Brûlés. Et l'histoire de ces bâtiments est assez exceptionnelle parce que, à l'origine, la femme de Chaumont, pendant la guerre, a acheté ce terrain pour que les enfants, Chaumont, puissent prendre le bon air. Bon, et il y a eu la petite maison qui a été construite en premier, et le fils de Chaumont, qui s'appelait Michel, a voulu faire un garage à vélo. Il a commencé à édifier un mur en pierre et en ciment. Mais bon, ça n'allait pas assez vite au goût de Chaumont. Chaumont lui a dit, écoute, laisse-moi faire, je vais faire à mon idée. Et puis il a donc utilisé des troncs d'arbres et des branches de sapin, mais qu'il trouvait dans la forêt, qui était abattue. Il n'a jamais coupé un arbre, Chaumont. Il avait une très grande conscience écologique. Il a ensuite mis du grillage à poules, fixé des plaques de verre et des petits flacons, etc., divers et variés, des bouteilles. Il les a réunis avec une technique de staffer, qui est une technique qu'on apprend aux Beaux-Arts, puisqu'il avait fait les Beaux-Arts à Valenciennes. Et donc, il a obtenu ces bâtiments d'une grande splendeur, d'une grande simplicité, parce que Chaumont considérait que n'importe qui pouvait faire sa propre maison sans demander la permission. C'était donc un libertaire. Son parcours à Chaumont, c'est que bon, après, il y a des petites anecdotes qui rencontrent l'histoire, etc. Et il faisait du bruit dans l'appartement à Paris. Sa femme disait « Roger, c'est pas possible, tu tapes sur des boîtes de conserve, c'est infernal. Tu vas ailleurs si tu veux, ou tu tu fais quelque chose de silencieux. » Il a dit bah, « Puisque c'est comme ça, je vais dans la forêt. » Et puis, il avait un sacré caractère. Il a décidé d'y vivre en ermite. Laurent l'a connu à un moment donné, je ne sais plus par quel truchement. Et puis, donc, tous les jeudis, ils allaient à la décharge. Mais après, une fois qu'ils avaient fait leur collecte, ils allaient dans la petite cuisine, là, avec une petite table, par tous les temps d'ailleurs. Chaumont ne chauffait pratiquement jamais. Et puis ils buvaient un café ou un porto, selon, et Laurent l'enregistrait avec un enregistreur à cassette. Et alors c'est rigolo parce que Laurent travaillait de la même manière que la prix Nobel de littérature Svetlana Alexievitch qui prenait des témoignages comme ça. Et ensuite, il a tout retranscrit textuellement pour en faire un livre d'entretien. Entretien Chaumont-Laurent Danchin. Alors Laurent était un conteur formidable, c'était un conteur.
Donc les conférences de Laurent étaient très prisées, vraiment. Et Josiane Buter me dit, mais vous ne connaissez pas Chaumot? Alors elle me montre sur Internet, comme quoi Internet a aussi des vertus. Et puis, elle me dit, mais celui qui en est spécialiste, qui en parle merveilleusement bien, c'est Laurent Danchin, et aussi d'autres artistes d'art brut. Je dis, bah bon, mais est-ce que vous... Elle me dit, mais pourquoi est-ce que vous ne demandez pas à Laurent Danchin de voir votre théâtre de mémoire? Parce que, parallèlement à cette activité que nous menons ici, je suis en train d'édifier un musée personnel qui s'appelle Théâtre de mémoire avec un S à mémoire. Donc j'invite Laurent, par un mail, Josiane me trouve le mail de Laurent, je lui écris, je lui dis, ben, j'aimerais savoir si je suis artiste brut. Autant dire qu'il s'est gentiment moqué de moi en disant, ben, professeur dans une école d'art, à Nantes en l'occurrence, ne peut pas être un artiste brut. Bien. Alors bon. Et puis on a sympathisé comme ça, et il s'est ouvert très rapidement de sa préoccupation de sauver le refuge, qui était constitué, alors bien sûr du même principe de construction que celui-ci, mais de forme ovoïde, assez complexe, mais avec un toit de capot de voiture qui se recouvrait, qui se tuilait comme ça, avec des solins de ciment, des petits boudins de ciment, et qui avaient cassé parce que les tôles, bien entendu, avec la chaleur, les nuages et le soleil, se rétractent en permanence ou se dilatent. Donc tout était cassé, la pluie rentrait dedans. Laurent n'avait qu'une peur, c'est que tout s'effondre. Et il avait raison, ça a failli s'effondrer. Donc voilà. Et quand je suis venu ici, à la demande de Laurent, et sur ma proposition, je lui ai dit, je ne peux rien faire tant que je ne vois pas, bien entendu. Geneviève Chaumot, la fille de Chaumot, était là. Et Laurent a fait, nous étions 3 ou 4, a fait la visite, commenté, passionné du village préludien et du personnage qui était Chaumot. Passionné. C'était un passionné, Laurent. Formidable. Formidable. Et donc, c'est pas parce que nous sommes dans une forêt, mais j'avais l'impression, comme à Lascaux d'ailleurs, quand j'ai visité la vraie grotte de Lascaux, j'ai senti que c'était très fort. Puisque quand on arrive par la forêt, on voit l'église des pauvres, avec sa rosace. Donc c'était excessivement puissant. Hein. Mais j'étais comme anesthésié. La beauté peut anesthésier d'une certaine manière. Il y a un coup. Et ça n'est qu'au bout de 2h30 de discussion, de rencontre, après avoir bu un peu de vin en bas d'ailleurs, et un peu des gâteaux avec Geneviève et Laurent, et puis mes amis, les amis qui étaient avec moi, que l'émotion est montée. Et sincèrement, très fort. À tel point que j'ai pleuré. Et moi j'estime que pleurer, c'est bien. Il faut pleurer, ça fait du bien. Donc voilà. Alors Laurent, ben, j'ai pleuré une fois parce que c'était très beau. Quand je suis venu avec les étudiants, nous avons construit, grâce à un financement participatif que nous avions mis en place, construit un abri au-dessus du refuge avec les étudiants, avec des passerelles pour passer au-dessus, qui coulissaient pour pouvoir restaurer le toit par le haut, pour ne pas marcher sur le toit dans un premier temps, parce qu'il était très fragile. Donc je reviens à cette histoire de pleurer. Et nous avons malheureusement pleuré la disparition de Laurent 2 ans après que je l'ai connu. Et il a écrit d'ailleurs un petit livre qui s'appelle « Nuit d'éveil à Sainte-Anne », qui est absolument magnifique, bouleversant. Et je l'ai connu donc juste avant sa maladie, pendant sa maladie, et à un moment donné, c'était très émouvant. Il est venu en fauteuil roulant ici, il voulait voir Chaumot. Tout le monde était très ému. Et il a dit qu'il n'avait pas peur de mourir, et c'était un homme transfiguré, littéralement transfiguré. Je pense que sa quête spirituelle a largement été nourrie par le personnage et l'œuvre de Chaumot, et d'autres artistes, bien entendu. Et l'art de manière générale, mais cet art brut qui échappe aux conventions, cet art brut qui échappe même à tous les codes académiques, artistiques. Ça, pour lui, c'était essentiel, pour Laurent. Parce que ça correspondait ni plus ni moins à sa propre posture intellectuelle, qui voulait qu'il ne soit pas soumis à un système rigide de pensée. Laurent, c'était un franc-tireur. C'était un franc-tireur. Et il a réussi quand même
à éditer des livres, à se faire éditer. Notamment, il y en a un qui est formidable que je vous recommande, qui s'appelle L'art brut ou l'instinct créateur, Laurent Chaumeau. C'est aux éditions Découverte Gallimard. Ces petits livres qui sont avec énormément d'illustrations. Ça, c'est fascinant. C'est cette belle histoire de rencontre. Et à un moment donné, j'ai littéralement senti que c'était une mission qui m'incombait de sauver le refuge. Pour moi, c'était une mission, presque comme une mission sacrée. Tout à l'heure, j'étais en compagnie d'un homme délicieux avec qui nous avons parlé de l'art et qui est éminemment sacré si c'est de l'art. L'art, il a une dimension sacrée. Alors après, des signes ostensibles de religion, hein, ça peut être d'une manière excessivement subtile. Voilà. La religion, c'est religere, c'est relier. Et alors l'art a cette double vocation, peut-être pourrions-nous parler de vocation, de relier les êtres autour de projets artistiques, de relier les êtres dans des endroits magiques, comme celui-ci, le village préludien, de relier les êtres également avec eux-mêmes et elles-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, l'art peut nous relier à nous-mêmes, c'est-à-dire nous réconcilier avec nous, dans ce sens que nous avons, à un moment donné, la possibilité de savoir qui nous sommes en acceptant une part de mystère en nous. Et c'est un peu ça qui se passe ici, parce que les constructions de Chaumeau sont truffées de symboles qui sont des symboles géométriques. Il y a des sculptures anthropomorphes dans l'église des pauvres, et dans le refuge, c'est encore autre chose. Dans le refuge, il y a un côté intimiste. C'est très intimiste. Mais, par exemple, les verres colorés qu'il a eu l'habitude d'utiliser pour l'église des pauvres, qui sont totalement absents dans le sanctuaire des bois brûlés, parce que là, il n'y a que des verres limpides. Les verres colorés, à un moment donné, on les retrouve dans toute leur magnificence, dans une sorte de petit hôtel, un mini-hôtel dans le refuge. Très, très beau. Tu as vu avec le miroir, là. Hein. Ah, ça, c'est absolument fabuleux. Les petits verres à liqueur. C'est-à-dire, il y a quand même... voilà, puis c'est pour des offrandes. Ça, c'est très clair. Peut-être est-ce que, finalement, Chaumeau, toute sa vie, comme Laurent qui était très généreux de sa personne, c'était des grands travailleurs, ils ont travaillé dans le registre de l'offrande, offrir. Et d'ailleurs, à quand le retour du vin sauvage? Parce que Chaumeau recevait les visiteurs le week-end dans son refuge et parfois leur offrait un verre de vin sauvage. Alors, oui, bien sûr. Moi, ça, c'est mon idée, parce que j'ai un ami architecte et cuisinier qui s'appelle Pierre Chicot, qui est extraordinaire. Et Pierre Chicot, il nous a fait une recette inspirée du vin sauvage de Chaumeau. Oui, lors des premières portes ouvertes, je pense, en 2015, quelque chose comme ça. Alors, les portes ouvertes, il y a une partie des Amis de Chaumeau, c'est une association 1901 qui est originaire de Paris, qui réside sur Paris, une autre qui réside sur Nantes. Alors, comment est-ce qu'on va faire? C'est difficile de se réunir, bon. Donc, on y arrive, mais tout ça, c'est une association jeune, sous l'impulsion de Laurent, qui n'a pas pu la continuer, donc il a demandé à sa fille de prendre la présidence, Amélie Danchin. Comme je t'ai dit, moi, je suis le vice-président, mais je ne veux pas tout mélanger. Moi, je suis plutôt, entre guillemets, j'aime pas le mot spécialisé, mais je m'occupe des bâtiments, des constructions, de la restauration, etc. du village. Mais d'un commun accord, nous avons convenu qu'il serait formidable d'ouvrir 4 week-ends tous les ans au mois de juillet. Parce que pour qu'un lieu puisse être visité, il y a plusieurs critères. Moi, je ne suis pas spécialisé dans ce domaine, loin de là, mais je pense qu'il y a la régularité et la fréquence. Donc 4 week-ends tous les ans, tu vois, là, de portes ouvertes, avec des événements, mais qui vont être, je dirais, pas à minima, mais de modeste. Je reprends presque l'idée du musée modeste à Sète, là, tu sais, le musée des arts modestes, le MIAM. Bon, ce qui compte ici, c'est le silence. Je vois par exemple, le facteur cheval, là, le palais idéal du facteur cheval, c'est devenu Disneyland. Enfin, attention, à toute proportion gardée, hein. Mais je trouve que par exemple, il faudrait qu'il y ait des moments de silence. Parce qu'on entend tout le temps des voix qui sortent de haut-parleurs. Et c'est comme si, c'est drôle ça, c'est une réflexion qu'on peut se faire. C'est pour ça que je marque un temps. C'est comme si le silence faisait peur. Tout à fait. Or ici, tu étais là hier, lors de la visite, tu as vu? Il y avait 150 personnes qui sont venues, à peu près.
Et il y avait un silence quasi religieux. Et notamment, j'ai proposé une visite commentée des lieux, en commençant par le sanctuaire des Bois Brûlés. Tous ces sanctuaires des Bois Brûlés, églises des pauvres et refuges étaient essentiellement faits par Chaumot pour pouvoir mettre à l'abri de la pluie ses œuvres, parce que c'était un artiste compulsif. Il fallait tous les jours qu'il fasse une œuvre, au moins. Si ce n'était pas une œuvre, c'était un poème, etc. Chaumot ne s'asseyait jamais. Il rigolerait en me voyant ainsi, tu vois. Lui, il disait, un homme, ça doit être debout ou couché. Donc c'était un travailleur acharné. Et donc, il a fait ces constructions-là pour plein de raisons différentes, mais surtout, bien sûr, il s'est amusé, mais c'est plus que de l'amusement, ce sont de véritables œuvres, tu vois. Mais pour démontrer qu'on peut vivre en autarcie, construire sa propre maison avec des matériaux de récupération, et construire des œuvres, réaliser des œuvres avec des matériaux de récupération, les déchets de la société. Donc, il n'était pas artiste brut, Chaumot. Il avait fait les Beaux-Arts à Valenciennes. Donc c'était un artiste qu'on pourrait dire qui s'est marginalisé lui-même. Et encore, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'il ouvrait aux gens, là, il leur donnait aux gens des alentours, et puis après ça s'est su. Il y a eu des gens, voilà, tu sais, c'est bouche à oreille. Il donnait à des personnes qui voulaient venir voir le fou de la forêt, parce qu'il était considéré dans le voisinage comme un fou, tu vois. Il leur donnait la possibilité de visiter. Alors il y avait plein de choses partout. Il y a des photos, heureusement, il y a des photos où on voit, il y en avait partout, des panonceaux avec son écriture phonétique à lui, qui est très drôle, parce que quand il écrit « Suivez le Gide », tu vois, tu dis, tiens, il parle de Gide, non, c'est « Suivez le guide », il dit « Pourquoi le U ?» Voilà, bon, tu vois. Donc il fait fi des lois de l'orthographe, mais pas de la syntaxe. Donc voilà. Et alors, il recevait, effectivement, le samedi, dimanche et jour férié, il demandait une obole, un peu d'argent. Il a vécu avec 3 fois rien, Chaumot. Et puis, ça se terminait dans le refuge avec le vin sauvage qu'il offrait. Alors, je pense qu'il était un peu gourou pour des jeunes qui étaient en recherche d'identité. Il devait être fascinant. Il a suscité des carrières artistiques, hein, Chaumot. Hein. Ça, c'est formidable. Bien, hein. Oui, tu vois, hein, des photographes, etc. Bon. Performeurs, photographes, etc. Et donc, les journées portes ouvertes sont d'une certaine manière, d'abord en libre accès, parce qu'il y a quand même cette dimension financière de marchandisation de l'art. Je ne parlerai pas du Cyclope. Mais bon, le Cyclope, d'une certaine manière, la place est relativement chère. Il me semble que c'est 10 €, quelque chose comme ça, tu vois. Mais ça se comprend. D'une certaine manière, ça se comprend aussi, parce que c'est tellement de travail de restauration, c'est pas d'entretien, c'est absolument colossal. Ça, c'est vrai. Ça, c'est logique. Mais ici, bon, ça va à peu près. On arrive à se débrouiller avec le peu de moyens que nous avons. Les étudiants de l'École des Beaux-Arts viennent pour les chantiers ici de restauration et tout, bénévolement. Ils sont logés, nourris, tu vois. Bon, voilà. Et les journées portes ouvertes, on a eu un concert très beau, à un moment donné, d'un joueur de luth, chanteur médiéval, une table ronde avec Laurent Del Bianco, qui avait commencé à édifier un phare. Là, il voulait faire une sorte de temple assez beau, dans les années 80-85. Bon, je pense qu'il y aura des discussions. Baglis qui vient nous faire l'honneur de nous filmer, ce qui est formidable, tu vois. Donc Franck Agé, que je remercie. Et voilà, moi je pense que ça c'est important, qu'il y ait pas des micro-événements, mais que ça ne devienne pas une foire, et surtout qu'il y ait des moments de silence. Et que les gens puissent se promener, et c'est fascinant parce que ça vient, la beauté vient petit à petit. Et comme la pensée de Chaumot était autant présente dans ses constructions, dans la peinture murale de la maison, que dans ses œuvres qui sont toutes malheureusement, ou heureusement, ça dépend du point de vue maintenant, elles sont dans un hangar protégé, hein, parce que les descendants de Chaumot, son fils et sa fille, avaient peur que ce soit vandalisé, voilà. Bon, et je crois que sa deuxième femme avait commencé à tout enlever, tous les écriteaux, tout ce qu'il avait mis partout, parce qu'il y en avait partout, depuis le début de la route. Alors, il y avait des panonceaux, heureusement, on a des photographies en noir et blanc qui sont assez belles, tu vois. Donc voilà, ce qui fait que c'est un lieu c'est un peu comme une église désaffectée, d'une certaine manière, sauf qu'elle n'est pas désaffectée, l'église. Hein. Tu vois, une église, parce qu'une église désaffectée, elle peut être affectée à une autre fonction. Alors que là, ce n'est pas affecté à une autre fonction. Alors, en ce qui concerne justement, Chaumot voulait que le village préludien, c'était son invention, ce mot,
préludien en prélude. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il désirait que ce village préludien vive, et notamment avec des jeunes qui puissent venir s'exprimer par le biais du cinéma, ou de tout autre mode d'expression. Moi, c'est ce que j'en déduis. Donc c'est ce qui va se passer, par exemple, l'année prochaine, en 2020. Il va y avoir une grande exposition, longue exposition à la galerie RDC, rez-de-chaussée, à Nantes, autour du personnage de Chaumot, avec quelques œuvres de Chaumot, avec des gens qui l'ont connu, bien sûr, etc., des conférences, des événements, et puis des réalisations d'étudiants de l'École des Beaux-Arts de Nantes, que je vais inviter aussi à exposer ici, après, au mois de juillet. Voilà, ça c'est le programme des années à venir. Et alors, bien sûr, ne pas oublier les Journées du patrimoine, le samedi 21 septembre, ici. Les gens qui le désirent pourront venir, ce sera une porte ouverte, parce que c'est encore une propriété privée, donc ça ne peut pas fonctionner comme sur le modèle du Cyclope, bien sûr. Et donc il y aura la projection du film Le Débarquement spirituel, que Chaumot avait réalisé alors, dans les années 70, je crois, avec Clovis Prévost. Et Clovis Prévost vient de numériser le film. Il vient de numériser le film, grâce à un don d'ailleurs de Geneviève Chaumot, la fille de Chaumot. Il a numérisé le film, et on va le voir projeté dans l'église des pauvres, en espérant qu'il n'y ait pas trop de soleil. Parce que tu vois, les projections vidéo, parfois, mais enfin bon. Voilà. Chaumot, ses œuvres sont pour la plupart dans un hangar ou peut-être dans sa famille. Mais son esprit, quant à lui, sa personnalité, qui était quand même imposante, peut-être se transporter dans d'autres environnements. Donc peut-on imaginer que des artistes, suivant ses impulsions créatrices, puissent travailler un peu comme il l'a imaginé, dans un cadre assez libre, même si c'est paradoxal de parler de cadre libre, dans un environnement en tout cas qui leur permettrait de prolonger ses intentions. Alors, je ne sais plus avec qui on en a parlé, avec Patrick peut-être bien, de prendre la matière malléable de l'esprit des jeunes étudiants en école d'art ou je ne sais quoi, tu vois, ou en école d'art plastique, et de leur dire, tiens, vous allez faire de l'art brut, ou vous allez faire de l'art singulier, vous allez faire comme Chaumot. Alors moi, je ne pars pas du tout de ce principe-là. Cette année, les étudiants qui ont participé à l'atelier que je propose tous les ans, étudiants et étudiantes, avec Luc Barbier, qui est mon ami, avec qui nous travaillons ensemble à l'École des Beaux-Arts de Nantes, il et elle ont eu la possibilité d'exposer des recherches artistiques assez modestes, de dimension modeste, dans le Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes. Nous avons travaillé de septembre jusqu'à mai, avec, à un moment donné, on a fait le point aux alentours de février. Ils s'en sont inspirés. Ils et elles s'en sont inspirés. Mais leur trajectoire personnelle, les questions qu'ils et elles se posent, les questionnements qui sont en général sincères, sinon c'est pas la peine de faire une école d'art, c'est quand même mon avis, eh bien à un moment donné, débouchent sur des créations absolument inimaginables. Et qui sont de la vidéo, de la photographie. Par exemple, je te cite un exemple tout simple, une étudiante qui est là, Camille d'ailleurs, qui est là avec nous, a proposé la restitution d'un quartier de la ville d'Oran où avait vécu sa grand-mère avant la guerre d'Algérie, et la grand-mère n'était pas obligée de partir. Et elle a restitué ça avec, tu sais, comme une maquette, mais avec du couscous aggloméré, avec de la colle à bois. C'est une petite technique que je lui avais donnée, mais on a l'impression que ça tient tout seul, comme par magie. Et les rues étaient saupoudrées d'épices. Bon. Comment veux-tu imaginer quelque chose pareil dans un muséum d'histoire naturelle ? Mais ça a à voir avec la culture. Alors là, tu vois, quand on parlait de culture tout à l'heure, la culture de la recette de cuisine, de ce qu'on se transmet. C'est de la transmission. Donc l'esprit de Chaumot peut se transmettre à condition de ne pas le limiter. Bien sûr. Et c'est drôle de ne pas limiter et limiter. Les deux. Donc, à un moment donné, ça c'est suffisamment fort. Mais comme par hasard, je vais montrer le village préludien en septembre aux étudiants et étudiantes qui se seront inscrits à cet atelier, leur montrer pendant 2 ou 3 jours, mais après on rentre sur Nantes. Et on ne va jamais y travailler là. C'est-à-dire quand on parle de résidence d'artistes, nous en avons parlé, tu vois. Moi je pense que, et je t'avais cité cet exemple admirable d'un Écossais qui avait construit des cabanes superbes, mais superbes avec des poêles à bois, mais un parquet magnifique, des grandes baies vitrées en face de la mer en Écosse. Et c'était là, l'Académie des Beaux-Arts de
la capitale, la ville principale, Édimbourg, qui invitait des artistes en résidence. Mais il leur disait, si vous ne pouvez rien produire, c'est normal. Parce que vous allez être subjugué par la beauté de la nature, tu vois. Et il disait, si jamais vous créez un texte ou une œuvre, dans 2 ans, parce que vous aurez digéré la beauté du monde, alors vous nous l'apporterez, ça nous fera bien plaisir. Donc cette obligation de produire, pour moi, est absolument contre-productive en ce qui concerne le domaine de la création. Ou on se l'impose comme Chaumont le faisait en se disant qu'il allait réaliser une œuvre ou un poème. Oui. Ah non, mais ça c'était sa discipline personnelle. Voilà. Et puis c'était aussi son mode de rassurement. Créer, ça rassure. Hein. Ça c'est très clair. Ça rassure. Peut-on imaginer des résidences qui fonctionneraient en autarcie ? Un peu comme Chaumont a vécu, peut-on penser que des artistes pourraient justement, sans avoir de compte à rendre, en tout cas vis-à-vis de l'institution, organiser un peu comme dans les zones à défendre aujourd'hui, et travailler donc à la fois en étant indépendant et... Mais ce sera sans moi. Dans une sorte de communauté. Oui, mais, non, mais on peut ou non. Mais oui, mais ce sera sans moi. Parce que moi, si tu veux, il y a les artistes... bon, d'abord, je considère que quand on est professeur dans une école d'art, on ne forme pas des artistes. C'est un enseignement généraliste de vie. Oui. Moi, c'est comme ça que je pense, tu vois. Elle est à vivre la vie. C'est Antonin Artaud qui le dit, elle est à vivre la vie. Bon. Mais déjà, encore faut-il le savoir. Hein. Donc moi, que les étudiants fassent après, soient illustrateurs de bande dessinée, ou fassent dans le spectacle vivant, ou je ne sais quoi, tu vois, ou même deviennent crémiers. Hein. Par exemple, il y a un exemple formidable. Bon, c'était autrefois, tu vois. Autrefois, il y a un épicier, rue Mercœur à Nantes, je ne sais même pas s'il est encore là. Il dispose ses fruits et légumes de façon absolument admirable. Il avait fait les beaux-arts, tu vois. Et tout à coup, il a l'amour de la disposition des fruits et des légumes sur ses étals. Merveilleux. Donc, ce qui m'inquiète, moi, c'est l'instrumentalisation des artistes. L'instrumentalisation des artistes, c'est Paul Ardenne qui en parle, hein, dans ses bouquins. Paul Ardenne, qui est un critique d'art, avec lequel j'ai eu l'occasion de discuter. C'est-à-dire que les artistes deviennent les faire-valoir des institutions qui les abritent. Et qui donc, d'une certaine manière, leur donnent la liberté de créer. On peut presque parler de viol, en fait. Si les artistes ne sont pas consentants, on les force à produire, et quelque part, on n'est pas très loin de cette notion-là. Oui. Donc, au moins, ils sont violentés, à défaut d'un viol, ils sont violentés, oui. Mais sans s'en rendre compte. Parfois, oui. Mais... Merci Fabrice, on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite de cette association. Donc à très bientôt pour d'autres journées portes ouvertes. D'autres journées portes ouvertes où les personnes qui viennent sont d'une grande gentillesse.